Comment est-ce que vous avez abordé ce projet? Comment est-ce que vous avez choisi les arcs narratifs, les histoires parallèles, les personnages que vous suivez en fait, dans la première partie? Bah déjà ça a été une longue aventure parce qu'avec ma co-autrice Bérénice Villa, on a fait déjà 1 an de recherche pour vraiment maîtriser la matière, comprendre qui est où, quand, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Et après, on a refermé tous les livres et on s'est dit comment on raconte ça. Et un beau matin, Bérénice m'a fait écouter une lecture à la radio, à France Culture, d'une lettre, qui est la lettre qu'un jeune homme de 17 ans, Fernand Bonnier de la Chapelle, écrit à son père, à la veille de mourir. Et moi j'ai éclaté en larmes en fait en voyant ça, et on s'est regardé avec Bérénice, on s'est dit il faut que ça soit dans le film. Et quelque part ça nous a donné le fil à plomb. C'était d'avoir d'un côté cette espèce de marathon ininterrompu de Gaulle, qui est à bout de souffle, qui essaie de porter une France qui est à bout de souffle, et qui essaie de faire exister un rêve qui est celui de la France libre. Et de l'autre, ce jeune homme de 17 ans, qui a en fait le même idéal, mais il se rencontrera jamais. Mais en fait, le destin de l'un change complètement le destin de l'autre et vice versa. Et ça nous a donné en fait l'axe narratif du premier film. Le deuxième film est très différent. J'ai pris un compositeur différent, il y a une énergie différente. Mais pour le premier film, c'était comme ça. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de changer de compositeur et de... Ah non, j'ai pas choisi de changer. Dès le début, je voulais qu'il y ait 2 compositeurs différents. Parce que les 2 films, c'est vraiment 2 énergies qui n'ont rien à voir. Le deuxième est beaucoup plus collectif. En fait, toutes les étincelles qui ont été allumées dans le premier, elles se mettent à converger dans le deuxième. Donc la musique du premier, elle est plus puissante, peut-être plus complexe. Et la musique du deuxième, elle est plus émotionnelle. Elle est... ouais. Et je voulais ça, on n'est pas dans le même temps du monde. En 40 et en 43, on n'est plus du tout dans le même temps du monde. On fait référence à Jeanne d'Arc à plusieurs moments dans le film, et dans la scène dans la longue séquence de la bataille de Bir Hakeim, il y a une femme mystérieuse. J'ai pas pu m'empêcher de faire le lien. Je sais pas si c'était voulu ou pas. Enfin, est-ce qu'il y a un lien, et aussi est-ce que vous pourriez me dire qui est cette femme? Bien sûr. Ouais. Donc il y a un lien et il n'y en a pas. C'est effectivement la figure de Jeanne d'Arc, elle est très souvent évoquée, comme la figure de Clovis, comme la figure de Charlemagne, en fait, parce que De Gaulle, c'est quelqu'un qui réfléchit dans le temps long. Et c'est vrai, ça avait frappé d'ailleurs les gens qui le rencontraient à Londres, ils étaient troublés par sa façon d'être. Parce que quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire dans une semaine, il vous répond ce qui s'est passé il y a 200 ans, ce qui va se passer dans 150 ans. Il y a un côté un peu qui perturbait les gens là-dessus. Et c'est quelqu'un qui réfléchit dans le temps long. Cette femme à Bir Hakeim, elle s'appelle Suzanne Travers. Et elle a parfaitement existé. C'était la seule femme présente sur le champ de bataille. Elle a une vie extraordinaire, sur laquelle on pourrait faire un film entier. Et l'actrice qui l'incarne, Noémie Schmidt, elle fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on la voit pas beaucoup à l'écran, en temps. Mais pour moi, elle est inoubliable, elle crève l'écran. Et c'était une Anglaise qui avait décidé de se battre avec les Français libres. Mais au début, elle était infirmière, elle aimait pas ça, elle voulait être sur le champ de bataille. Et elle avait réussi à être chauffeur du général Koenig. Et donc, elle était tout le temps avec lui, elle l'accompagnait partout, sous les bombes, et elle adorait ça. Et c'est dans l'échappée, il y a une échappée qui est assez folle en fait, qui est une échappée où il traverse les lignes allemandes pendant la nuit avec un convoi. C'est elle qui conduit. Et elle raconte, en fait, elle racontait plus tard que c'était la nuit la plus effrayante et en même temps la plus excitante de toute sa vie. C'est quelqu'un qui a le caractère très trempé, Suzanne Travers. Il y a une scène, il me semble que c'est encore pendant la bataille de Bir Hakeim, avec des chants. C'est un kaddish, c'est un chant religieux juif. C'est une scène qui a existé, que j'ai lu dans les journaux d'un des combattants de Bir Hakeim, qui raconte parce qu'il y a assisté. La nuit, il y avait eu un arrêt des bombardements. Et donc, il y a des hommes qui sont sortis des positions enterrées dans lesquelles ils étaient pour enterrer leurs morts et pour chanter. Et les bombardements ont repris. Et le général Koenig et son second ont voulu les faire rentrer par sécurité, il faut rentrer à l'intérieur. Et ils ont continué à chanter. Et Koenig lui a dit laissez-les faire. Et il est resté avec eux. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a eu une communion parce que ils voyaient pour eux, c'était plus important que la mort elle-même. C'était de pouvoir célébrer leur mort. Et pour tous ces gens qui se battaient pour la France libre à Bir Hakeim, en fait, ils avaient réglé le problème de la mort. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais il y avait quelque chose qui était plus important. C'était de ne pas accepter l'occupation allemande
dans leur famille, dans leur pays, sans se battre. Même s'ils devaient mourir, c'était pas grave. Ils avaient réglé le problème de la mort. Et j'ai trouvé ça très beau. Et ça existait tel quel, et j'ai trouvé que c'était important de le montrer. Dès que j'ai vu Churchill, la première apparition, je me suis dit, ok, mais comment est-ce qu'il a fait? Il y a tellement eu de Churchill dans l'histoire du cinéma. Comment est-ce qu'on en choisit encore un nouveau aujourd'hui qui puisse faire quelque chose de nouveau et en même temps rester fidèle, à peu près fidèle au vrai personnage? Non, bah, je suis content que vous me disiez ça parce que bon, c'est vrai que Churchill, c'est un des personnages le plus représentés dans le cinéma. Je crois qu'il a été représenté dans 70 films, un truc comme ça. De Gaulle, pas du tout. De Gaulle, très peu représenté. Moi, j'ai repéré Simon Russell Bill dans La mort de Staline, où il joue l'horrible Beria, avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'humour aussi. Et c'est un acteur extraordinaire. C'est un grand acteur de théâtre. Et je suis content que vous me disiez ça parce que hier, j'avais des interviews avec des journaux anglais. Et le journaliste, il me disait j'étais plus ému par votre film que par les films anglais faits sur l'histoire anglaise. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire, mais ça me fait plaisir. Et bah, on a essayé d'avoir notre propre vision de Churchill, d'essayer de rester fidèle aux témoignages qu'on lit, aux histoires dont on sait qu'elles sont vraies, et puis aussi de les réimaginer. L'acte premier d'un film, même quand on essaie d'être juste historiquement, ça reste quand même l'imagination. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les comédiens aussi. Il faut qu'ils imaginent leur corps, il faut qu'ils imaginent leur personnage. Et Simon, c'est un grand acteur. Quand on lui donne un terrain de jeu comme ça, il s'en empare tout de suite, il adore ça. J'avais mes deux Simons sur le plateau. C'était deux acteurs extraordinaires qui jouaient tellement bien ensemble que j'avais mes deux Stradivarius, là j'étais très heureux avec. Il y avait juste un mot à leur dire de temps en temps, on refait une prise, je leur disais juste un mot pour changer un tout petit peu le parfum, l'ambiance, ou appuyer plus quelque chose plutôt que l'autre, mais à chaque fois ils étaient parfaits. Vous avez quand même un parcours assez atypique, là, comme on en parlait un peu avant l'interview. Est-ce que ça a été compliqué de se faire accepter dans le milieu du cinéma avec un début de carrière en politique? C'était pas en politique, c'était en diplomatie. En diplomatie, excusez-moi. Mais ça change pas grand-chose. Hein. Donc oui, c'est vrai que j'ai eu un début de carrière dans la diplomatie. J'ai été diplomate pendant 13 ans. Mais j'ai basculé vers le cinéma parce que j'ai toujours rêvé de faire des films. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, quand on rêve d'un truc, il y a un moment, il faut le faire. Parce que sinon, on garde un regret, une amertume. Je savais pas du tout si j'allais pouvoir en faire ou pas. Mais moi, je suis plutôt fonceur. Et j'ai abordé ça de cette manière-là. Alors c'est vrai que ça a sûrement dérangé des gens, des techniciens qui disaient mais c'est qui celui-là, pourquoi il fait comme ça et tout. Mais dans le fond, moi ça me dérangeait pas trop parce que je me disais que une des ambitions des films que j'ai fait, Le Chant du Loup ou ces deux films sur la France libre, c'était aussi de ne pas les faire comme on fait d'habitude, que ce ne soit pas des films qu'on a l'impression d'avoir déjà vus. Donc le fait de pas faire comme tout le monde, le fait d'avoir ma propre façon de faire, moi ça me dérangeait pas. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui ça stimulait au contraire. Ils trouvaient ça excitant en fait. Donc ça s'est bien passé finalement. Là, par rapport plus à l'écriture, à conter des histoires, d'où elle vient cette passion? Vous écriviez, d'après ce que j'ai compris, des discours pour Dominique de Villepin, c'est bien ça? Vous avez écrit Quai d'Orsay, pour la bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé l'adaptation à l'époque. D'où elle vient cette passion pour l'écriture, pour conter des histoires comme ça? Je dirais que c'est depuis l'enfance, cette passion de raconter des histoires. C'est vraiment tout petit. Le soir, pour m'endormir, mon père il me racontait toujours une histoire. Et après, il partait de ma chambre et moi, je continue l'histoire en fait. Et je sais pas, ça m'est venu de là. Et puis quand je vois des gens, même dans la rue et tout, je commence à imaginer leur histoire. Je sais pas, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et c'est vrai que le cinéma, c'est un truc que je trouve génial parce que on a les mots, mais on a aussi les images, on a aussi les musiques, on a aussi les sons, on a aussi les décors, on a aussi les costumes, on a aussi les couleurs, on a aussi le jeu des acteurs. Donc quand on aime raconter des histoires, c'est génial quoi. Et juste une dernière question, est-ce que vous auriez 3 titres de films qui sont importants pour vous? Pas forcément en lien avec la bataille de Gaulle, mais dans votre vie. De toute façon, moi, les films qui m'inspirent, c'est jamais des films qui font la même chose ou qui s'occupent des mêmes affaires. C'est plus des films qui m'inspirent pour des raisons esthétiques. Alors, je vous dis ce qui me vient à l'esprit comme ça. Chungking Express, de Wong Kar-wai. Le Grand Sommeil, de Humphrey Bogart.
Il était une fois en Chine, de Tsui Hark. Et aussi, quand même, les films de John Woo, ceux de l'époque de Hong Kong, Hard Boiled et ce genre de films. C'est des films qui m'ont vraiment... C'est ma maison, quoi. C'est les films que je regardais. Ces films-là, je les ai vus peut-être chacun 40 fois. Ah oui, ok, quand même. Oui. Et puis c'est pas fini, vous pouvez encore les regarder. Mais je vais le faire. Je vous promets. Après, j'aime beaucoup de genres de films différents. En fait, j'aime beaucoup regarder des films. Donc là, je vous dis ceux qui m'ont... Je sais pas, avec lesquels j'ai une histoire très particulière. C'est comme des fois des villes, vous savez, vous retournez toujours dans la même ville, à 5 ans d'intervalle, vous vous apercevez, à chaque fois pour une raison différente, paf, vous vous retrouvez à Montréal, par exemple. C'était mon cas. Moi, j'adore me retrouver à Montréal. À chaque fois, je viens pour une raison qui n'a rien à voir, et puis en fait, je me sens bien ici. Il y a des films comme ça. Je les revois, et à chaque fois, c'est pour une raison différente. Puis je suis content de les revoir. Mais la vérité, c'est que j'adore un peu tous les genres de films. J'adore les films expérimentaux, par exemple. Je regarde beaucoup de films expérimentaux. J'avais fait un DEA de cinéma. DEA à l'époque, c'était Master 2, je sais pas, enfin bon bref, c'était diplôme d'études approfondies. Avec une prof qui s'appelle Nicole Brenaise. Et elle, sa spécialité, c'était les films expérimentaux. Alors elle m'envoyait tous les jours des films à voir. Et alors c'est des films qui ne sont pas dans les circuits commerciaux, mais qui sont des films dans lesquels il y a plein d'inventions, plein de choses très belles. Donc j'aime les films expérimentaux. J'aime vraiment tous les genres de films en fait.